et de la francophonie, la RDC vous souhaite la bienvenue. Augustin Matata Pogno, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a été investi le 9 mai dernier. Vous avez promis d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Comment comptez-vous vous y prendre? Ceci veut dire que le programme du gouvernement vise à améliorer les conditions sociales dans le cadre du secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'agriculture. Bref, un ensemble d'actions dont l'objectif final est d'améliorer les conditions de vie de la population. Évidemment, comment on va y arriver? Avec un programme d'action que nous avons déroulé lors de notre investiture à l'Assemblée nationale, un programme d'action qui comporte plusieurs volets et dont la réalisation devra influer significativement sur le social de la population. Et vous avez parlé notamment d'un salaire minimum. À combien l'estimez-vous et quand sera-t-il effectif? Il n'est peut-être pas indiqué de donner un délai précis aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit dans le volet réponse aux questions qui ont été posées par les honorables députés, j'ai dit que l'amélioration du SMIC tiendra compte des évolutions de la mobilisation effective des ressources. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une stabilité du cadre macroéconomique, une stabilité du franc qui sort de l'ordinaire. Je vous donne à titre d'exemple, le 19 février 2010, lorsque j'entrais en fonction comme ministre des Finances, le taux d'échange de la monnaie nationale par rapport au dollar était de 924 francs congolais de dollars. Et lorsque j'ai fait la remise et reprise au ministère des Finances, le franc congolais était à 923 francs congolais les dollars. Et donc, c'est une stabilité quasi légendaire qui constitue un élément clé de cette politique. Alors vous parlez notamment de réduire le train de vie de l'État. L'un des points noirs, c'est la fonction publique congolaise. Certains restent bien au-delà de leurs années de service pour garder un revenu. Comment remédier à cette situation? Non, il y a une réforme globale de la fonction publique qui a été commencée alors que j'étais ministre des Finances et qui va être intensifiée pendant que je suis à la primature parce que je suis parmi les gens qui croient que la réforme de l'administration publique est un élément clé de la relance de l'économie nationale. Parce que toute action du gouvernement doit être fondée par ce qu'on considère comme la base de l'administration, c'est la fonction publique, et donc elle doit être réformée, elle doit être révigorée. Et moi-même, en tant que ministre des Finances, j'avais commencé ce travail par la réforme de l'administration des finances, avec notamment un programme bien élaboré sur les diagnostics, sur la mise en retraite et sur la prise en charge de cette retraite pour que ceux qui partent puissent partir dans des conditions honorables. Mais aussi, ce programme se termine par le recrutement de jeunes universitaires, recrutés sur base compétitive, et étant le meilleur parmi les meilleurs. Certains vous accusent de vouloir mener une politique d'austérité en RDC. Quelle est votre réponse? Qu'on me montre, monsieur le journaliste, un seul pays au monde qui s'est développé sans la rigueur, sans la discipline, sans l'austérité. Qu'on me montre un homme dans la vie, une famille dans la vie, une société, une institution dans la vie, qui a fait des progrès, qui a fait du succès, sans discipline, sans rigueur, sans austérité. Écoutez, la discipline fait partie de la vie. Si je le fais au ministère des Finances et on a récolté la stabilité, on a récolté le paiement régulier des salaires, on a récolté le financement des projets sous le leadership du président Kabila, mais je pense qu'on peut le faire aussi à la primature. Moi, je ne vois pas de problème. L'austérité, la rigueur dans la gestion, la transparence, ça fait partie des qualités, des progrès, tant au niveau individuel qu'au niveau d'un groupe d'individus, qu'au niveau des sociétés
et même au niveau des nations. Monsieur le Premier ministre, vous avez la réputation d'être un technocrate, un bon gestionnaire. Est-ce la raison, selon vous, de votre nomination à la primature? Non, je ne pense pas que être technocrate, être un bon gestionnaire des finances publiques constitue un élément déterminant. Je pense qu'il faut inscrire ma nomination dans la vision du président de la République. J'ai été ministre des Finances pendant 26 mois. J'ai travaillé avec le président Kabila. Je pense que c'est un homme qui a une vision des progrès de ce pays. Je crois que c'est un homme qui a une vision de bonne gouvernance. Mais, comme il l'a dit, il a besoin autour de lui des hommes et des femmes qui sont de nature à matérialiser sa vision. Et j'ai été parmi les gens qui ont travaillé sous le leadership du président Kabila, sous cette vision. Et nous avons apporté, autant que faire se peut, la bonne gouvernance au niveau du ministère des Finances. Nous avons apporté le financement des activités d'infrastructure, tant au niveau des routes, au niveau de l'éducation, qu'au niveau de la santé, par des ressources du trésor public. Et ceci a démontré qu'une gestion rationnelle, une lutte contre la fraude, une lutte contre la corruption est de nature à générer des ressources internes. Je pense qu'il faut mettre la nomination d'un Premier ministre dans le cadre de la vision du président de la République, dans la vision de sa volonté de pouvoir effectivement rendre cette gouvernance économique au profit du progrès social. Certains vous reprochent de garder les finances dans le giron de la primature. Quelle est votre réponse? Non, je n'ai pas gardé les finances dans le giron de la primature. Le Premier ministre a été nommé comme Premier ministre tout court. Le ministre des Finances a été nommé comme un ministre ayant en charge les questions de finances, mais délégué auprès du Premier ministre. Ceci veut dire tout simplement que, comme tous les ministres, le ministre des Finances va pouvoir évoluer sous, disons, l'impulsion du Premier ministre. Vous savez, monsieur le journaliste, le secteur des finances, c'est le secteur clé de la gestion des ressources d'un pays. Et le président de la République est soucié d'une gestion efficiente des ressources publiques du pays. Il est soucié de la gouvernance économique. Il est soucié du progrès. Et c'est lui qui a voulu que le progrès tangible enregistré dans ce domaine soit consolidé par le Premier ministre, soit consolidé par l'ensemble de l'équipe gouvernementale en mettant une liaison entre les finances publiques et la gestion de la politique économique globale qui est impulsée au niveau de la primature. Depuis les élections contestées du 28 novembre dernier, le contexte politique est plutôt tendu dans RDC. Quelles relations entendez-vous instaurer avec l'opposition? Contrairement à ce que vous pensez, le contexte n'est pas très tendu. Il y a certainement des préoccupations qui sont soulevées par les uns et les autres, mais je pense que contrairement à ce que vous dites, le climat n'est pas très tendu. Nous avons été nommé Premier ministre. Ceci a été autant accepté par la majorité qui est par une bonne partie de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, la vie politique ne se résume pas à des nominations. Le contexte est réel. Depuis les élections contestées du 28 novembre, une partie de la classe politique congolaise reste opposée à celle que vous représentez. C'est tout à fait normal. L'opposition, c'est quoi? Même là, dans le pays où vous êtes, c'est bon. Et la classe au niveau politique, au niveau de l'opposition, fait que contester, c'est ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous voulez contextualiser le cas de la RDC? Vous voulez qu'on ait une opposition qui nous soutient totalement? Mais l'élection présidentielle et les élections législatives, les résultats ont été contestés par l'opposition, ce qui fait l'une des caractéristiques de la RDC. Oui, mais justement, vous avez parlé de la caractéristique de la RDC où tout le monde, lorsqu'il échoue, ne veut pas accepter son échec. Tout le monde sait que bien qu'il y ait eu des insuffisances dans le processus électoral, les élections telles qu'elles se sont déroulées ont permis d'avoir l'élection d'un président de la République sans aucune contestation dans le cadre de l'échelle d'arrivée. Tout le monde sait que le président de la République devait arriver en premier dans cette élection
quelles que soient les insuffisances qui ont été signalées par les uns et par les autres. Ça, je vous l'ai dit, c'est le point de vue des principaux observateurs, y compris ces occidentaux qui étaient sur place. Ils ont bien dit que l'appréciation d'arrivée ne pouvait pas être affectée par les insuffisances dans le processus électoral. Bon, ça, c'est une vérité, il faut l'accepter. En vue des prochaines élections, que faut-il faire de la Commission électorale nationale indépendante selon vous? Non, je pense que tout le monde veut contribuer dans le sens d'amélioration des conditions qui soient de nature à pouvoir à sécuriser tout le monde. Ça, c'est un avis général. Et je ne pense pas que un Congolais que je suis, je ne puisse pas adhérer à cette thèse. Comment expliquez-vous ce paradoxe? La RDC est un pays riche en ressources, ses habitants sont pauvres. C'est un problème de gestion et la vision du chef d'État, effectivement, c'est que la gestion puisse s'améliorer afin que les résultats, point de vue macroéconomique, et les résultats, point de vue gestion sectorielle, puissent aller de pair avec les potentialités. Et je vous dis que le programme que nous avons mis en œuvre, la feuille des routes que nous avons assignée sous l'impulsion du chef de l'État à chaque ministre vise naturellement à mettre fin à certaines pratiques, notamment celles liées à la corruption, à la fraude, à certaines pratiques d'une gestion à vue, de tourner vers une gestion plus efficiente des ressources publiques, de tourner vers une gestion basée sur les résultats, avec des repères bien précis pour chaque ministre, afin de pouvoir progressivement aller vers des résultats concrets, vers une gestion tout à fait efficiente de l'économie nationale. C'est l'un des piliers de votre programme de gouvernement. Que comptez-vous faire concernant la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? L'ensemble du gouvernement, il travaille au quotidien. Et ceci veut dire tout simplement qu'il y a des stratégies nationales qui sont mises en œuvre sous le leadership du chef de l'État pour que cette question de l'Est du pays soit gérée de manière efficiente et que la paix revienne le plus tôt possible et que les populations, l'ensemble des populations, y compris celles qui s'est déplacées, soient sécurisées et qu'elles retrouvent sa vie quotidienne. Donc, ça veut dire tout simplement que le chef de l'État, le gouvernement de la République, tous ensemble sont préoccupés par cette situation et que l'objectif ultime, c'est que la paix soit rétablie dans sa globalité, dans sa totalité. Quelle est la position de Kinshasa concernant le cas Bosco Ntaganda? Nous sommes en train de travailler sur la question, monsieur le journaliste. Donc, laissez-nous le temps de pouvoir formaliser. C'est une question extrêmement sensible, donc nous voudrions que vous nous laissiez le temps pour pouvoir régler cette question au mieux des intérêts nationaux. Nous sommes en train de travailler pour mettre fin à la guerre. Et donc, que comptez-vous faire des groupes rebelles dans l'Est? Nous comptons les éradiquer. Et concernant le cas de Bosco Ntaganda, que va faire Kinshasa s'il est arrêté? Ça fait partie d'un problème global pour lequel nous voulons trouver une solution définitive, une solution qui soit durable. Mais la porte d'une extradition vers une juridiction internationale est-elle ouverte? Écoutez, nous allons examiner ça dans la globalité du problème. C'est ce que je vous ai dit, c'est une question délicate, laissons-nous trouver les solutions qui soient définitives. Dernière question, vous avez pu sortir vivant d'un accident d'avion qui a coûté la vie évidemment à d'autres responsables politiques congolais. En quoi cela a-t-il changé votre vision de faire de la politique? Ma vision, monsieur le journaliste, je dois vous dire en toute sincérité qu'elle a été fondamentalement changée. Les charges publiques, on les occupe essentiellement pour les autres. Et que lorsqu'on a un temps consacré à la gestion de la chose publique, la bonne gouvernance constitue les éléments clés d'une gestion publique. Voilà comment l'accident raté ou l'accident dans lequel j'étais impliqué m'a permis de voir les choses. Augustin Matata Pogno, merci. Merci beaucoup, au revoir.